Un des endroits les plus isolés et importants pour l'homme dans les années à venir se cache ici. Dans cet archipel d'îles entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Plus précisément, sous la surface, dans les courants et la chaleur d'une eau d'un bleu profond, à Raja Ampat. C'est la maison des papous et la plus grande concentration d'espèces marines au monde. Dans ces eaux se cache également la plus vaste diversité de coraux jamais recensée. Une zone placée au cœur d'une lutte dont l'issue pourrait impacter 400 millions de personnes. Mais pourquoi ? Dans un archipel si reculé du globe, si difficile d'accès et avec si peu de moyens de communication avec le reste du monde, comment ce qui se déroule actuellement sous la surface de Raja Ampat peut jouer un impact aussi majeur sur le reste de la planète dans les années à venir ? Alors, dans une quête pour relier ensemble les pièces de cet immense puzzle planétaire, Ludo et moi, on a décidé de faire le voyage jusqu'à ces îles extrêmement isolées et explorer les recoins de cet archipel pour enquêter auprès des personnes qui, sur place, agissent au cœur même de ce vaste écosystème interconnecté et comprendre les fils qui relient les fonds marins de Raja Ampat au destin de millions de personnes à travers le globe. C'est le début de l'histoire. Ouais. Voilà. Raja Ampat se situe en bordure de l'océan Pacifique Sud, en Papouasie occidentale. Pour s'y rendre, on prend l'avion jusqu'à la ville de Sorong. De là, on embarque dans un ferry qui va nous amener au cœur de l'archipel, dans la ville portuaire de Wasai. Ici, un petit bateau à moteur nous attend pour nous amener à destination, en plein centre de Raja Ampat, sur l'île de Kri. Hey, il vient d'arriver, petit palace. Bon, je suis hyper loin des autres. En fait, tout le monde est loin les uns des autres. Donc je sais pas encore comment on va se retrouver. Je pense qu'il va falloir traverser la jungle. Donc on verra ça. Nous voilà au cœur de Raja Ampat, sur l'île de Kri. Plus précisément au dive center de Thibaut, un Français qui s'est installé ici depuis 6 ans. Regulators, masks, boots. We had 4 sets of gears and we started smiling to people on the beach. You on the beach? Oh, yeah. Yes, we do diving. You Let's wanna go. dive? Come. I mean, it's my happy place, yeah, for sure. Ah, moi, c'est gros sac de l'après-midi là. Okay, too far. Too far. Dodo. Ici, ça sera notre base pour aller explorer les fonds marins de Raja Ampat. L'histoire commence ici, dans ce bateau. Quand j'ai contacté Ludo pour cette expédition, il a monté une équipe et on a embarqué avec nous Nanook, biologiste et dive master, Guéric, instructeur de plongée, Sonny, instructeur de plongée et photographe, et Marie, qui sera mon diving buddy et qui s'est joint aussi à l'aventure. Pour beaucoup d'entre nous, les coraux, c'est juste de jolies structures vivantes qu'on trouve au fond des océans et qui, un peu comme les poissons, peuvent avoir de multiples formes et couleurs. Et on les admire eux, et la vie marine qu'ils abritent quand on plonge, et voilà, c'est à peu près tout. C'est ce qu'on voit quand on vient en vacances ici ou lorsqu'on plonge près de rives coralliens n'importe où dans le monde. C'est des jolies petites structures qui sont là.
Et pourtant, pendant cette plongée, la première chose qui frappe, c'est ces grilles artificielles plantées au fond de l'océan sur lesquelles les coraux ont poussé. Ici, c'est un des premiers endroits de Raja Ampat où une association locale a replanté du corail. Et là, la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'ils replantent du corail? Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de ça? Est-ce que c'est pour nous les touristes? Est-ce que c'est parce que c'est beau? Parce que ça attire les plongeurs? Pour répondre à cette question, on va devoir prendre du recul et déjà se demander qu'est-ce qui se passerait si demain tous les coraux disparaissaient? C'est la question que s'est posée cet article du MIT. Et c'est la première brique pour comprendre cet écosystème planétaire dont Raja Ampat est un point pivot. En fait, si on lit un peu sur ce qui se passe autour du changement climatique des océans, un mot revient tout le temps. C'est les coraux. Ici, à Raja Ampat, il y en a beaucoup. Vraiment beaucoup. On dénombre dans les fonds marins de l'archipel 600 espèces de coraux. Et ici se trouvent à peu près 75% des espèces de coraux durs connues dans le monde. Mais en réalité, à l'échelle des océans, les coraux, ça représente qu'une infime partie de la surface. Les petits points que vous voyez sur cette carte, ça, c'est les zones coralliennes. Et ils représentent que 0,1% de toute la surface des océans. 0,1%, c'est très peu. Alors, pourquoi les coraux qui sont en apparence si peu nombreux sont au centre de l'attention de tous les biologistes marins? Voyons ce qui se passe s'ils disparaissaient. On appelle ça un effet en cascade. C'est le résultat d'un petit changement dans un système dont les conséquences se répercutent en cascade pour atteindre des systèmes beaucoup plus gros et complexes. And when you have half to 1 billion people which suddenly lose their food source in 5 years or 10 years, as it may happen now, suddenly there's the politician should be like, oh. Comment de si petits organismes, si peu nombreux à l'échelle de notre planète, peuvent avoir des conséquences aussi massives pour nous? Pour analyser l'écosystème corallien, il faut repartir de la brique de base. Déjà, c'est quoi un corail? Ça, c'est un corail. Et c'est pas un seul organisme, mais en réalité, c'est deux. The coral is an animal. You can divide them in two groups. That it will be the hard coral and the soft coral. Le corail est constitué déjà d'une colonie de polypes. Chaque polype, c'est un organisme vivant avec une bouche entourée de tentacules qu'ils utilisent pour capturer du plancton. Et les polypes sécrètent du carbonate de calcium qui constitue le squelette des coraux durs. À l'intérieur des cellules du polype vivent également des micro-algues appelées zooxanthelles. The zooxanthella, that it's a microalgae with the coral, and they have this symbiosis because they provide to the other. Ces microalgues lui fournissent de l'énergie grâce à la photosynthèse et leur donnent leur couleur. En échange, le corail leur offre un habitat. C'est pour ça qu'on parle de relations symbiotiques. Les récifs coralliens offrent un habitat et une protection pour de multitudes d'espèces de petits poissons qui vivent dedans et qui se nourrissent des microalgues qui poussent dessus. C'est un écosystème complet où ces petits poissons maintiennent un équilibre en mangeant les algues et les parasites qui se trouvent sur les coraux contre une protection. Ces petits poissons vont nourrir à leur tour tout un écosystème marin de poissons plus gros qui chassent autour du récif. Et cet écosystème marin attire à son tour de plus gros prédateurs comme des gros poissons, des requins, des tortues ou encore des raies qui reviennent régulièrement près des récifs pour se faire nettoyer par les labres des petits poissons mangeurs de parasites.
Les coraux, malgré le fait de couvrir que 0,1% de la surface des océans, ils abritent 25% de toutes les espèces marines de la planète. Le corail, c'est donc la base d'un système complexe allant de la cellule d'algue jusqu'aux grands poissons. Et au sommet de cet écosystème, on trouve quoi? Nous, l'homme, attiré par les récifs pour la pêche ou pour le tourisme. Pour l'homme, les systèmes coralliens, ça représente une industrie que la fondation Tara Océan estime à 30 milliards de dollars par an d'activité économique. Behind the small one. For put the same example, if in a house you don't have foundation, you don't have house. Yeah. And finally, the coral reef are the base of a kind of ecosystem in the ocean, in the sea. And it's for that, if you want to protect a reef, okay, you can protect the fish, the sharks, all the species, but if you don't maintain the foundation of that ecosystem, you will lose all. We're going to lose control over the top of the reef, and we're going to drift all the way to one of these two islands. You stay down behind the small one. Ce soir, après un bon repas, on décide de partir pour une plongée de nuit. Ici à Raja Ampat, tout le poisson est pêché localement, directement sur les récifs. Dans des régions comme l'Asie, les récifs coralliens, ça représente 90% du poisson qui est pêché pour se nourrir. Alors tandis qu'on profite de la nuit pour survoler les récifs, on observe les poissons qui dorment tranquillement au creux des coraux. Ici, il y a quelques années encore, avant que le tourisme arrive à Raja Ampat, les locaux pêchaient leur nourriture sur les récifs coralliens entourant les îles. Certains utilisaient de la dynamite qui, en explosant, assomme les poissons qui flottent alors inertes. Ils pratiquaient également ici la pêche au cyanure pour empoisonner les récifs afin que les poissons en sortent. Les poissons tropicaux qui se cachaient dans les récifs en fait sortaient et pouvaient être attrapés puis vendus à des aquariums partout dans le monde. Et c'est pas seulement ici. Partout dans le monde, les récifs coralliens constituent une source de nourriture et une ressource économique directe pour 400 millions de personnes. C'est à peu près autant d'êtres humains que compte l'Union européenne, directement dépendants des récifs. Mais en plus de la pêche et du tourisme, les récifs coralliens, ça constitue une barrière contre l'érosion des côtes face aux tempêtes et aux cyclones. C'est une source de bioactifs qu'on utilise dans la recherche pharmaceutique contre le cancer ou contre le VIH. Donc, si ces jolies petites structures qu'on regarde quand on va plonger viennent à disparaître, c'est plus d'un humain sur 20 qui perd sa source de nourriture, de revenus et de protection, provoquant en fait par un effet en cascade des immigrations massives et des crises humanitaires écologiques. Donc, si 400 millions de personnes dépendent des coraux, on doit maintenant se poser la question, est-ce qu'ils peuvent vraiment disparaître? Corals, they're very fragile, but they survived us. They will survive us. And they've been there before the dinosaurs, and they're going to be there after us. So it's just that in the process, we're going to lose all the service they provide us. Ça, c'est une carte du blanchiment des récifs coralliens. Le blanchiment, c'est quoi? C'est une phase de stress intense du corail. Les coraux, ils sont sensibles à deux choses, la température et l'acidité des océans. Quand la température de l'eau s'élève de 1 à 2 degrés au-delà de la norme saisonnière, la relation symbiotique entre les polypes et les zooxanthelles à l'intérieur du corail est brisée. En fait, les coraux sont stressés et ils commencent à expulser les zooxanthelles et c'est comme ça qu'ils commencent à blanchir. En les expulsant, en fait, ils perdent leur principale source d'énergie et si la température redescend pas, ils commencent à mourir. Le deuxième phénomène, c'est l'acidification des océans.
On l'a vu, les coraux grossissent en absorbant les ions calcium et les ions carbonate naturellement présents dans l'eau de mer pour créer du carbonate de calcium, qui est le constituant de leur squelette. Le problème, c'est qu'en absorbant une grande partie du CO2 depuis l'atmosphère, les ions CO2 se dissolvent avec les molécules d'eau pour créer de l'acide carbonique. Cet acide carbonique est instable, il va rapidement se séparer en bicarbonate et en hydrogène. Et l'augmentation de la concentration d'hydrogène dans l'océan va diminuer son pH et donc l'acidifier. Le problème avec l'acidification des océans, c'est que tous ces ions hydrogène en plus vont réagir très facilement avec les ions carbonate et s'y lier pour donner du bicarbonate. Il y a donc moins d'ions carbonate disponibles pour les coraux qui peuvent donc plus créer le squelette nécessaire à leur croissance. Si l'acidification persiste ou s'intensifie, l'intégrité structurelle du récif est alors compromise et les squelettes formant la structure même du récif commencent à se dissoudre. Donc voilà comment peuvent mourir les coraux, la température des océans et leur acidité. Maintenant, on va partir en 1980. Ça, c'est la température moyenne en surface des océans en 1980. Et si on avance jusqu'en 2025, la voilà. Et ça c'est un problème. En 2025, on a dépassé les 1 degré d'augmentation de la température moyenne des océans. Si on part dans les Caraïbes, 80% des récifs ont blanchi et ont disparu. Et si on va de l'autre côté du globe, on est maintenant sur la Grande Barrière de Corail en Australie, un récif qui recouvre une surface équivalente à celle du Japon. Australia's Great Barrier Reef. The Great Barrier Reef has been hit by its most widespread coral bleaching event. Ici, il reste maintenant plus que 50% des coraux qui la composaient, ce qui a forcé le gouvernement australien en fait à limiter le tourisme sur la zone pour protéger ce qu'il en reste. Maintenant, projetons-nous en 2050. En 2050, on aura passé les 2 degrés d'augmentation de température moyenne. Et 2 degrés, c'est trop pour que les coraux puissent survivre. When you have an increase of temperature, you will have a stress for these animals. You are going to see this stress of the bleaching. Yeah, it's for sure, it's evidence that when you go in a reef, you see the bleaching of the corals, and people was living there, they say, no, 5 years ago we didn't have this bleaching. What it will happen? I don't know, and you cannot know, we can just make suppositions. Most of them can disappear. Alors voilà, en 2050, c'est probable que les coraux aient en quasi-totalité disparu. Quand on voit ça, quand on sait ça, on se dit qu'il n'y a plus vraiment d'espoir, que partout dans le monde les coraux blanchissent et meurent et que les choses vont aller en s'accélérant, qu'une crise humanitaire massive autour du système corallien se profile et qu'il n'y a plus grand chose à faire face à un phénomène global sur lequel on n'y peut rien et que le mieux à faire c'est encore d'enfiler une combinaison pour aller admirer les récifs et toute la vie qu'ils contiennent une dernière fois. Et on aurait raison de se dire ça. Mais en fait, c'est pas tout à fait. Quand je vous dis que partout dans le monde ils disparaissent, bah en fait non. Pas ici. Ici c'est même l'inverse. À Raja Ampat, les coraux et toute la vie marine sont revenus en masse ces dernières années. Pourquoi ? Parce que ici, Raja Ampat c'est un cas d'école contre la lutte pour la protection des coraux et de toute la vie marine qui génère. En 2004, les autorités ont décrété le site aire marine protégée, interdisant la pêche intensive, la pêche à la dynamite et la pêche au cyanure. Et ça a été permis par une chose, le tourisme. Le tourisme a généré une source de revenus pour les locaux, qui leur ont permis de sortir de la pêche intensive et de la pêche à la dynamite. Le tourisme en fait a transformé l'économie de l'archipel et a largement contribué en fait à la mise en place d'une aire marine protégée, et ce qui a amené un retour fulgurant des coraux et des espèces marines à Raja Ampat. Prenez ces bébés là qui nous tournent autour. Ça, c'est des bébés requins à pointe noire. Il y a quelques années, les requins ici étaient traqués pour leurs ailerons, ils avaient pratiquement disparu. Et grâce à la mise en place d'une zone marine protégée ou encore de couveuses locales comme ici, Raja Ampat est considéré comme l'écosystème marin le plus riche et diversifié de la planète.
Ici, les raies, elles viennent se faire nettoyer par des poissons nettoyeurs. En une seule plongée, on peut voir des tortues, des requins tapis, des seiches, une multitude de bancs de poissons et toutes les couleurs sur les fonds tapissés de coraux. En fait, Raja Ampat est situé au cœur d'un flux entre l'océan Pacifique et l'océan Indien. Ces coraux sont habitués à des courants qui sont forts et à des variations de température importantes. Et plus que partout ailleurs, ils sont résilients et résistants. Ils pourraient être la clé pour trouver des espèces capables de résister au réchauffement des océans et à leur acidification. Voilà pourquoi Raja Ampat c'est si important. Et pourtant, même ici, au détour d'une plongée au cœur de l'archipel, on tombe sur ça. Ça, c'est un cimetière de corail à perte de vue. Donc, si soi-disant tout va bien ici, pourquoi est-ce qu'on voit ça ? Du coup, pour le savoir, on a décidé de se rendre directement auprès de ceux qui ont fait ça. Moi j'ai oublié mes talents de navigateur. Il m'a regardé, il a fait non. On entend, oui. Oh my god. Yes. Holland? Lui, c'est Arnaud. C'est un Français qui a fondé une ONG Orang Laut, ça veut dire le peuple de l'océan, ou The Sea People sur leur site internet. Et ici, au paradis, lui et son équipe luttent pour la conservation des coraux. Parce que si les coraux de Raja Ampat sont si résilients, c'est grâce aux conditions climatiques de l'archipel et aux forts courants qui les ont obligés à s'adapter, mais également grâce au travail d'ONG comme la sienne qui, sur place, luttent pour étudier et aider à maintenir tout le système corallien local. L'équipe de The Sea People opère depuis leur bateau, qui s'appelle le Galaxia. C'est un catamaran de 15 mètres en bois, équipé de panneaux solaires et tous les équipements nécessaires pour mener leur mission de conservation. Right, so we got the two tenders like this, the engines, the compressor. En fait, leur philosophie se résume en une phrase, qui est « La plus grande menace à la nature, c'est d'assumer que quelqu'un d'autre réglera le problème ». Quand on parle de techniques de recoréification, la première étape, c'est de prendre en compte l'écosystème local pour comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont disparu et les risques sur les colonies existantes. Pour ça, vous allez prendre en compte tout ce qui pourrait interagir avec votre projet de recoréification, c'est-à-dire la qualité de l'eau, la topologie du fond marin et les populations locales. On commence donc par comprendre le contexte. Déjà, on regarde la topologie des fonds marins sur lesquels on veut replanter du corail. La topologie des récifs coralliens de Raja Ampat sur la majorité des projets de restauration, c'est une légère pente près des côtes, suivie d'une longue pente et enfin un premier plateau. Et les coraux sont présents sur l'ensemble de la pente. Ici, il y a 15 ans, les populations locales ont abîmé les récifs de 3 manières. La pêche au cyanure a empoisonné les récifs et détruit les coraux sur les zones de pêche. Ensuite, la pêche à la bombe qui, en explosant, a détruit complètement les récifs aux alentours. Enfin, pour construire le village, ils ont récupéré des rochers sur lesquels poussaient les coraux comme matériel de construction. Et tout ça, ça a transformé les rives près des côtes en un champ de corail mort qu'on appelle gravats. Ces gravats sont très instables, le moindre courant ou la houle peut les déplacer. Mais les coraux qui ont survécu vont réagir. Pour se régénérer, ils vont produire massivement des larves qui vont se fixer sur ces débris. Ces larves vont créer de nouveaux coraux. Le problème, c'est qu'ils vont pousser sur un sol qui est instable. Et en grandissant, leur poids et leur prise au courant augmentent. Du coup, passé une taille critique, ils basculent et ils glissent le long de la pente, ce qui au passage va les détruire et détruire les coraux en aval. Et ça va créer ce qu'on appelle une cascade de dégradation. En mourant, de nouveaux débris s'accumulent et créent en fait une avalanche qui va détruire tous les coraux sains qui se trouvent en aval. Et ça crée ce qu'on appelle des champs de la mort, où des coulées forment un cimetière de corail sur lequel rien ne peut pousser.
Donc la première étape, c'est bien de comprendre la topologie des fonds sur laquelle vous voulez replanter les coraux. Ensuite, il faut prendre en compte le facteur humain et la qualité de l'eau. Ici à Raja Ampat, comme dans beaucoup de zones coralliennes, il n'y a quasiment aucun système de traitement centralisé des eaux usées. Les eaux noires comme les toilettes ou grises comme les douches et la cuisine atteignent facilement la mer. Ces eaux sont chargées en nutriments, donc principalement du nitrate et des phosphates qui sont des engrais pour les algues. Ces eaux chargées en nutriments provoquent une prolifération des algues filamenteuses qui sont un concurrent direct des coraux. Parce que les algues en fait poussent beaucoup plus vite et peuvent facilement étouffer les coraux en colonisant l'espace disponible et en masquant la lumière. Ensuite, on peut prendre en compte le facteur historique. Déjà, voir est-ce qu'il y a des coraux en bonne santé dans les environs. Et si on creuse sous les gravats, est-ce qu'on trouve dans les couches inférieures des anciennes colonies ? Et enfin, on peut se baser sur les connaissances des populations locales pour comprendre comment étaient les récifs à cet endroit. Donc une fois qu'on a une vue générale de la zone sur laquelle on veut mettre en place un projet de restauration corallienne, il faut choisir la technique adaptée à cet endroit. Dans cet article de recherche, une équipe australienne a réalisé l'étude la plus complète sur l'ensemble des techniques de restauration corallienne en compilant 362 études de cas provenant de 56 pays. In terms of technique, you probably have heard of spiders, cement, there's lots and lots of techniques. Alors, la première technique, elle consiste à prélever des fragments sur un récif donneur sain et à les fixer directement sur des récifs endommagés. C'est une technique qui est simple, qui est peu coûteuse, avec un taux de survie moyen à 64%. Mais qui à terme peut endommager les récifs donneurs, et le problème c'est que ça ne crée pas de diversification des espèces de coraux. La seconde technique, c'est de cultiver des petits fragments dans une pépinière jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille suffisante, et ensuite de les transplanter sur des sites de restauration. Cette technique, ça évite d'endommager des récifs sains. Le taux de survie n'est pas meilleur que la première technique, il est estimé à 66%. Le vrai problème, c'est qu'en clonant un petit nombre de colonies parentes, on se retrouve avec une faible diversité génétique, ce qui rend les coraux transplantés vulnérables. La troisième technique, développée par le Mott Marine Laboratory, est utilisée pour des coraux massifs comme les porites. Elle consiste à déposer des fragments de 1 cm² côte à côte sur le récif qui, en grandissant, fusionne et recouvre la surface beaucoup plus vite que le ferait une colonie. C'est une technique exigeante et encore peu répandue. La quatrième technique est basée sur la reproduction sexuée des coraux. Les gamètes sont collectés en mer lors des pontes annuelles et fécondés en laboratoire puis semés directement sur les récifs. Le potentiel d'échelle de cette technique est gigantesque, avec une forte diversité génétique, mais la technique est très complexe et nécessite d'énormes investissements. La cinquième technique, la plus répandue, ça consiste à déployer des structures, comme des araignées en acier, des blocs de béton ou des structures en céramique pour créer un socle stable pour la transplantation. Ici, de la production à la pose, le coût peut être relativement élevé. So you look at conventional spider structures, it's 50 to 200 euros, 40 to 200 euros per structure. When you build it, you weld it, the materials, welding, transportation, things like that. For the footprint of a square meter, so you look at the surface you have to scale and you look if it's a solution or not. La sixième technique, ça consiste à immobiliser les champs de débris coralliens instables en utilisant des grillages ou des filets qui serviront également de substrat pour la transplantation des coraux. Bien que ça nécessite en fait une main-d'œuvre intensive, ça attaque directement la cause physique de l'échec de la recolonisation naturelle des coraux. En fait, les études montrent jusqu'à 80% de taux de survie en utilisant cette technique. Et enfin, la dernière technique, ça consiste à placer des structures métalliques parcourues par un courant électrique faible. Ce courant électrique, en fait, va provoquer la précipitation de minéraux comme du calcium ou du magnésium, ce qui crée un substrat calcaire censé accélérer la croissance des coraux qui sont fixés dessus. Sans parler de la nécessité d'une source d'énergie constante, c'est une technique qui est très controversée parce que certaines études montrent des résultats positifs alors que d'autres montrent aucune différence, voire un impact négatif. Super sexy. Because it's innovation, because it's tech-based, there's a big movement in there at the moment. But don't dare asking, okay, but what is the cost per square meter? On décide donc de plonger pour aller voir de nos yeux le travail de l'équipe et comprendre comment est-ce qu'ils mettent en place leur projet de restauration.
Quand on arrive sur les sites de recoralification, la première chose qui frappe, c'est l'échelle massive du projet. What technical technology you use more to So, use the most for the moment? the mesh. That's where we build the boat and the deck at the front. C'est des centaines de mètres carrés de grillage qui sont déployés sur la pente pour stabiliser les gravats. Des têtes de corail sont fixées sur les mailles sur l'ensemble de la grille. Ici, en fait, Arnaud et son équipe surveillent l'état des transplantations en faisant chaque jour des relevés sur l'état des coraux pour mesurer le taux de croissance et de survie du projet. And you get a result we go from 85 after the first season and 75 after the multiple season. Okay. Entre deux grillages, on voit également d'immenses couloirs laissés vides. En fait, il s'agit d'une approche fine et écologique de la stabilisation. Plutôt que recouvrir uniformément toute une pente, ils ont identifié en fait des chenaux naturels par lesquels les sédiments fins s'écoulent normalement. Et plutôt que les laisser s'accumuler et créer une pression sur toute la structure, ces couloirs en fait de coulée imitent le fonctionnement d'un récif en laissant des zones de dépôt et des chenaux d'évacuation. Enfin, en aval de la pente, son équipe travaille actuellement à la mise en place de barrages de coulée pour empêcher les gravats de recouvrir des rivesins qui sont en contrebas. Ici, sous l'eau, on se rend compte de l'échelle massive du projet. Et ça, c'est qu'une seule zone parmi plusieurs autres. Mi-2025, ils avaient déjà restauré plus de 24 000 m² de fonds marins et transplanté plus de 80 000 coraux. Donc le projet de l'association est massif et a vraiment pour but de répondre à grande échelle au problème de la dégradation des zones coralliennes à Raja Ampat. We've tried many things with the plastic coated one because plastic it doesn't react as much as metal. Metal can rust. We've tried different qualities, but we tried first with the cheapest one because we thought cheaper. We can do more basically, but it rusts too fast. So now it's a galvanized one. Actually there is a tiny coat of oil from the factory to avoid it from rusting too fast. And we get it and we install it as quickly as we can so it doesn't really get exposed to rust. And it's a good feature and it lasts for much longer now. We've tried many things, and metal, you actually don't want it to rust because the rust is actually a fertilizer. It's iron is one of the limiting factors for algae. Okay. So if you just put a lot of rust, you're going to have an algal bloom. Ah, no corals. And algal is a fellow competitor for corals. Okay. And also, when you have a wound, you don't really want to have rust inside your wound. Yeah, of course, yeah. For this result. So Yeah. it's a bit the same. Okay. Lots of details that make it that you learn along the way and that makes it work or not work basically. Maintenant qu'on a visité les sites de restauration corallienne, on décide de se joindre à l'équipe pour voir par nous-mêmes comment est-ce qu'ils transplantent les coraux sur ces grilles afin de recréer les nouveaux récifs. So example, this is a coral. We must heads like this. This and this is two. See? We must check if the coral is move. It's not good, but if the no move, Yes. then it's good. And first time, Yeah. our team, Yeah. my friends, we can do it. Yes. And after that, So we- second time you are guys. We watch and we try. Okay. 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 On se rend sur le site de Sulskuba, sur les fonds de l'île de Kri, où l'équipe a déployé de nouveaux grillages à une quinzaine de mètres de fond pour stabiliser la pente. Alors, la première étape, ça consiste à explorer les rifs aux alentours pour récupérer des morceaux de coraux fraîchement détachés.
En fait, en poussant, les coraux prennent de la masse, et à cause des courants, très souvent, des branches se cassent et tombent sur le sol. Et c'est ça qu'on cherche, justement. Ces morceaux de coraux détachés, en fait, ils possèdent une extraordinaire résilience et une capacité de survie incroyable. Les coraux brisés enclenchent une réponse immunitaire pour éliminer les tissus endommagés et libérer une substance pour boucher la plaie. Ils possèdent des cellules souches qui sont capables de se différencier en nouveaux polypes et c'est grâce à ça qu'ils peuvent se régénérer. Chaque polype en fait qui compose le morceau de corail sont autosuffisants. Donc même s'ils sont brisés, ils peuvent continuer de se nourrir et de grossir à condition qu'ils puissent trouver de la lumière et un flux de plancton. Donc pour sélectionner un bon morceau, on regarde si le fragment a toujours sa couleur d'origine, et ça veut dire qu'il contient toujours ses zooxanthelles et qu'il peut donc se régénérer. Une fois qu'on a rassemblé nos morceaux de coraux dans une bassine, on va pouvoir commencer à les attacher sur le grillage. Pour ça, on utilise des attache-câbles en plastique. Ils ont l'avantage de ne pas rouiller et donc d'abîmer le fragment, tout en étant en fait extrêmement solides. Parce que ces morceaux de coraux qu'on va transplanter, ils ont besoin de plusieurs mois pour se fixer naturellement au grillage. Ils ont donc besoin d'une attache très résistante. People tell us more for cable ties. Why do you use plastic? Yeah. Because it's plastic in the ocean. It's something that needs to be Strong and durable. strong, easy to install, sterile, because you basically create a wound and then let the coral grow back around the wound. Dans cette étude de Reefscaper, ils ont comparé sur 6 mois différents types d'attaches de câbles, entre ceux en plastique à usage unique, des attaches-câbles en polyuréthane réutilisable, ceux élastiques réutilisables, et enfin une version biodégradable faite d'un mélange d'amidon et de polyester. Et en fait, leur conclusion, c'est que les attaches-câbles en plastique sont ceux qui offrent les meilleurs résultats en termes d'attache et de croissance des fragments de coraux transplantés. A l'inverse, ils montrent que les attaches-câbles biodégradables offrent des mauvaises performances, avec un tiers des fragments détachés ou perdus. Archaeologists are going to go crazy, like why is there plastic rings inserted into rocks like this? Yeah. Because that's what it was going to look like in a very long time. Dans les courants sous-marins, Cory et son équipe font preuve d'une incroyable efficacité, alors de notre côté, nous, on est balancés par la houle et on peine à attacher nos fragments. Chaque fragment est minutieusement placé à la main, à intervalles réguliers. Dans les prochains mois, en grandissant, ils vont coloniser toute la structure et fusionner pour former un immense récif corallien qui servira d'habitat pour de nombreuses espèces de poissons et recréer ici un nouvel écosystème marin. Donc ce travail de titan mené par l'association permet donc de régénérer un système biologique, écologique et économique entier, allant du corail jusqu'à l'homme. Et surtout, ça leur permet d'étudier à grande échelle la recorallification de nos océans et les politiques de protection des fonds marins pour pouvoir trouver ce qui fonctionne pour lutter à l'échelle mondiale contre la perte de nos récifs. And also when you arrived there was only one bungalow here? Yeah, it was a single bungalow on the sand there when I arrived. 339 and then 6 at junior, we are on 45. Yeah, so you can see like how much it grows already in 5 years. Let's say from 15 to 45 in 6 years. in 6 years time. En tant que touriste, on vient à Raja Ampat pour les fonds marins, pour la vie, pour les coraux. Si Raja Ampat ça a pu devenir une aire marine protégée, c'est bien sûr grâce aux efforts d'associations locales, mais également et en grande partie grâce au tourisme. Mais le tourisme, c'est à double tranchant. You have probably
60 to 80 different feet that walk along this pier every day. Yeah. So Do you think it's too busy? that's a good question. Les coraux, dont dépend l'ensemble de la population de l'archipel, à la fois pour se nourrir ou pour gagner leur vie, sont de plus en plus impactés par le tourisme. Pour construire des nouvelles maisons ou des nouveaux bungalows par exemple, on défriche des parcelles côtières. Et même à petite échelle, les pluies qui sont très fréquentes ici vont emporter des sédiments et augmenter la turbidité de l'eau. Et ça, les coraux, ils en souffrent directement. Une eau anormalement trouble, ça peut détruire une colonie entière. Et au-delà de la qualité de l'eau, ici, la gestion des déchets, c'est un casse-tête logistique insoumis. I put in the bowl. Yeah. And how do you do waste management here? Click. Tous les déchets que Thibaut et son équipe récoltent doivent être chargés dans ces bateaux et amenés à un centre de tri jusqu'à Sauvonde. Et tous les hostels ici, en fait, ils n'ont pas la capacité de faire ça. Alors le plus souvent, les déchets générés par les touristes sont brûlés partiellement. Et le plastique et les microplastiques, en fait, une fois dans la mer, ils vont se poser sur les coraux et les détruire rapidement. C'est pour ça que la seule solution au problème de la perte des récifs coralliens partout dans le monde, c'est une approche communautaire. First, it's important, like the local people know what it can represent. Les locaux sont directement impliqués dans les activités touristiques et de protection des aires marines. You cannot arrive and try to change all if you don't have a support of the people, if the people don't understand what you are doing, and also if the people, when you will leave, they will not continue. Et du coup, le récif, c'est pas seulement un décor pour touristes, mais pour eux, c'est une source de fierté, c'est un revenu durable et ça fait intégralement partie de leur communauté. Yeah, I think this is the limit now. Yeah, we are reaching the limit. I'm reaching my limit, that's for sure. I don't wish to accommodate more people around. Yeah, and I'm glad that it's not enough for the locals. I think they're thriving in a way, but I don't know if they really realize the importance of keeping the number low, because then it's for the global vibe, for the quality, for the sanity of this whole place, for the health of the coral. But that's where the work starts being interesting. But the because thing we is, need to work together with the community and find the solution to keep the number low, and at the same time keep the community happy, you know, and everybody happy. Et ce cas n'est pas unique à Raja Ampat, mais à l'ensemble des systèmes coralliens partout dans le monde. Le tourisme, c'est à la fois ce qui permet d'avoir la volonté de protéger l'environnement, mais un tourisme chaotique finira toujours par le détruire. But if we follow few models around the world, we can add easily 500 tourists on this island. But then how long it will take for the reef to die, disappear? to disappear? So that's the question. But as I can witness the changes, the daily changes, I cannot say that it's due to us directly. Yeah. No, something more global. I think you have some global warming. Yeah, because they say Raja Ampat The water is was free from global warming so far. But no, But I guess it's I can feel gonna. it. This year it's hotter in the air, in the atmosphere. It's hotter in the water. Okay. And it's been a month. We don't have cooler water than 29 degrees, and it's already Affecting your we're corals. witnessing more and more coral bleaching around, which Okay. is new to Raja Ampat, new to me. Okay. Yeah, in 6 years' time, I never see any bleaching. Is it because it start being too many people around? It's one of the reasons, but I think it's too many people around anywhere, you know. Too much pollution going on, too much. Yeah, global warming is not due to the community in Raja Ampat, that's for sure. Yeah, it's global. That's it's global. something I have for sure. Yeah. Comme souvent dans ce genre d'histoire, il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas que du noir ou que du blanc. Les riffs coralliens, c'est un écosystème dont dépendent une grande partie de la population mondiale et qu'il faut pouvoir protéger individuellement.